Bonjour et bienvenue sur la chaîne Décodeur. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à un petit outil qui s'appelle P6Spy. Alors on va revenir en détail sur ce qu'est P6Spy, mais sachez que c'est un outil, une librairie pour Java, que j'apprécie tout particulièrement parce que je ne l'utilise pas forcément tous les jours, mais presque. Et elle m'a vraiment permis à plusieurs reprises de me sortir de situations assez compliquées et de pouvoir, réellement voir, comment mes applis interagissaient avec mes bases de données et de là, j'ai pu faire vraiment, une introspection, poussée, voir, quelles requêtes étaient générées, voir quelles requêtes consommaient beaucoup trop de capacité, voir quelles requêtes pouvaient être améliorées avec des index ou autres. Enfin bref, c'est pas vraiment un outil du quotidien, mais presque et en tout cas, pour moi, dès qu'on commence à utiliser, un certain niveau d'abstraction dans les applications, ça devient presque un indispensable. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous appréciez mon travail et mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ça favorisera mon référencement et ça me motivera à faire toujours plus de vidéos. Maintenant que les rappels habituels sont faits, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, P6Spy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas du tout un outil de hacking ou, contrairement à ce que son nom l'indique, ce n'est pas du tout un outil d'espionnage. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous en servir pour hacker des systèmes, récupérer des données que vous n'êtes pas censé récupérer et vous ne deviendrez pas le nouveau James Bond grâce à P6Spy. C'est toujours bon de le préciser. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est P6Spy? Eh bien, le plus simple, c'est de lire cette phrase. P6Spy est un framework qui permet d'intercepter de façon transparente les communications entre une base de données et d'une application sans changer le code de cette dernière. Donc les mots importants, c'est vraiment transparente et sans changer le code de cette dernière. Donc ça veut dire que on peut presque l'utiliser à chaud. Je dis presque, on va voir pourquoi plus tard je dis presque, mais en tout cas pour utiliser P6Spy, c'est pas du tout nécessaire de faire une nouvelle version de son application, de déployer en production une nouvelle version de son application. C'est quand même nécessaire de la redémarrer, mais voilà. Donc en gros, sans changer le code et de façon transparente, on peut se servir de P6Spy pour justement intercepter toute la communication qu'il y a entre notre application, qu'il s'agisse d'une application web ou autre, et notre base de données. Alors, voyons maintenant un peu de théorie sur comment tout cela fonctionne. Alors, voici une communication classique entre un client comme vous ou moi et enfin l'utilisation classique d'un service internet. Donc un client se connecte à un serveur web qui consume des web services qui eux-mêmes communiquent avec une base de données. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce que P6Spy vient faire là-dedans? Eh bien, P6Spy, en fait, il va venir s'intercaler entre le web service et la base de données. Alors j'ai mis web service, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Ça peut être un batch qui va directement fonctionner de façon unitaire, ça peut être un site internet ou n'importe quoi, peu importe le type d'applicatif. De toute façon, P6Spy il se définit au niveau de la data source. Et voilà ce que P6Spy va être capable de faire. Voilà ce type de log qu'on va réussir à obtenir grâce à lui. Donc on peut voir que ça c'est avec la configuration par défaut. Donc ça, sans configuration en fait, on va y revenir plus tard. Donc on voit un nombre assez gros. Donc, on peut deviner aisément qu'il s'agit du timestamp. Un chiffre, bon, on ne voit pas trop ce que c'est, mais on peut deviner qu'il s'agit de la connexion. Ensuite, le type de communication. Donc là, on voit qu'on a des statements et des commits. Derrière, on va avoir l'URL de la base de données. Donc là, bon, moi, j'utilise une base de données MySQL en local, hein, comme vous pouvez le voir, 127.0.0.1. Et derrière, on va avoir
deux requêtes. Donc la première, ça va être le statement tel que nous on le conçoit et tel que en fait le code le génère, et du coup le statement avec les valeurs. D'accord. Donc exactement la requête qui va être exécutée au niveau de la base de données. Donc là, on voit qu'on a, si on prend la première ligne, on voit on a d'abord un insert into customer, blablabla, values, point d'interrogation, point d'interrogation. Donc c'est les requêtes préparées, donc les prepare statements. Et derrière, on voit, les vraies valeurs, donc 23 ans, Balombe et Squall. Donc en fait ça remonte par défaut, ça remonte tout, hein. Donc là le commit, bon il n'y a pas forcément, il y a qu'un seul, il y a que le commit, et derrière on voit qu'on peut aussi et surtout parce que c'est celles-là qui vont être les plus coûteuses, les requêtes SQL. Donc on a la même chose, hein. Donc là on a un count, mais ça aurait peut-être tout aussi bien pu être un select classique avec ou sans paramètres. Donc en fait on voit clairement toute la communication entre l'application et la base qui est loguée ici, exactement telle que la base de données le voit. Donc on a vraiment les requêtes qui sont exécutées en base de données qui sont loguées ici. Donc, parlons un peu compatibilité maintenant. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, PCSPICE c'est un outil qui sert purement en Java. Alors, je ne sais pas s'il existe l'équivalent sur .NET ou autre, mais en tout cas, ce qu'on va voir aujourd'hui ne s'adresse qu'à Java. Et en termes de compatibilité, c'est assez intéressant parce que c'est compatible avec quasiment tout ce qui se fait. Donc, avec Tomcat, évidemment, avec JBoss, avec WebLogic, mais aussi avec Glassfish. Malheureusement, et d'après le code, le site officiel, ce n'est pas compatible avec WebSphere. Et en termes de compatibilité avec les systèmes de base de données, on est tout aussi bien l'outil car c'est compatible avec tous les systèmes les plus populaires du moment, tels que Oracle ou encore MySQL et également Postgre. Donc moi, à titre personnel, j'ai testé PCSPI, enfin j'ai même plus que testé, j'ai été amené à utiliser PCSPI avec les trois. Pour des systèmes un peu plus exotiques, j'aurais pas la certitude que c'est compatible. Et pour ce qui est par exemple de SQL Server, c'est pareil, je ne suis pas certain que ça l'est. Normalement oui, mais encore une fois, PCSPI c'est vraiment une techno destinée à Java, et SQL Server on est plus sur de la techno Windows. Donc on ne verra pas du tout si c'est compatible ou pas, s'il y a quelconque possibilité d'utiliser PCSPI avec un système SQL Server. Bien, nous allons à présent voir comment installer PCSPI et également comment obtenir de la documentation. Donc le plus simple pour ça est de se rendre à cette adresse github.com/pcspy et de se laisser guider en fait. Bon, plutôt que de taper l'adresse en entier, le plus simple c'est encore d'utiliser votre navigateur préféré ainsi que votre moteur de recherche préféré. Donc voilà, vous tapez PCSPI et vous arrivez du coup sur le GitHub de PCSPI. Donc il faut savoir que PCSPI est un projet open source, donc si vous voulez contribuer, je pense que vous serez le bienvenu, donc n'hésitez pas à le faire. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Au niveau de la documentation, on a un lien vers installation et un lien vers configuration. Donc pour ce qui est de la configuration, on y reviendra un peu plus tard. Là, on va s'intéresser à l'installation. Donc je clique sur installation. Et petite précision, mais pour quand on va mettre un peu le pied à l'étrier, la démo que je vais faire, ça va être avec une web app déployée sous un Tomcat qui communique avec une base MySQL. D'accord? Donc bon, là on est sur le guide d'installation et vous allez voir c'est très simple. Donc nous, comme je disais, ce qui nous intéressait c'est Apache Tomcat. Voilà. Et donc là on voit ce qu'il faut faire du coup pour installer PCSPI. Donc ils nous disent move the PCSPI jar file to the lib directory. Ça c'est très intéressant. Ça veut dire que
on n'est pas du tout obligé d'avoir comment dire, PCSpy en compile, mais juste au runtime. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose qui est utilisable quasiment à chaud. Il n'y a pas du tout besoin de faire une nouvelle release de son application pour utiliser PCSpy, mais juste il faut récupérer donc le jar et le coller dans le répertoire lib de notre Tomcat. Bon, après, ils nous disent aussi move the spy.properties file to the lib directory, ainsi que configurer. Donc ça, ces deux points-là, on va y revenir un peu plus tard. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on récupère le jar PCSpy. Alors, j'ai pas trouvé de lien de téléchargement sur leur site, mais bon, c'est pas non plus quelque chose de très dur à avoir. Donc, le plus simple est encore d'aller sur le repo central de Maven. Voilà, Maven Repository. C'est ça. Vous tapez PCSpy. PCSpy, normalement vous avez qu'un seul résultat. Donc voilà, c'est celui-là, le premier qui vient. Et là, vous téléchargez un jar, par exemple celui-là, le plus récent, 3.9.1. Vous cliquez dessus et vous téléchargez le jar qui se trouve ici. Voilà. Bon, dernier point avant de réellement attaquer, je vous ai dit que pour la démonstration, j'avais fait un petit outil. Donc en gros, c'est juste une petite web app qui va nous permettre de tester PCSpy. Donc pour la récupérer, le plus simple, c'est que vous allez sur mon GitHub. Donc voilà, github.com décodeur slash PCSpy démo. Donc c'est la démo pour PCSpy. Et puis voilà, là, vous récupérez ce projet-là. Alors, il faut savoir que je vais utiliser un seul outil pour faire ma démo, ce sera Postman. Donc là, le truc que vous avez ici, c'est ce que vous pourrez importer sur Postman pour pouvoir travailler. Et donc là, vous avez deux exemples d'applications, une en MySQL, une en Oracle. Enfin, une qui fonctionne avec MySQL et l'autre avec Oracle. C'est la même chose. Les deux font exactement la même chose. La démonstration, on va la faire sur MySQL, mais Oracle, c'est la même chose. Il y a deux, trois trucs qui changent. Donc, vous allez trouver là-dedans, évidemment, le code source de l'application. C'est très simple. Hein, il y a un contrôleur bête et méchant, user controller, voilà. Donc il y a un endpoint pour récupérer la liste de tous les consommateurs, enfin de tous les customers. Il y en a un pour récupérer un customer bien précis à partir de son ID, un qui renvoie le décompte du nombre de customers, un qui permet de créer un nouveau customer, un qui permet de l'effacer et un qui permet d'effacer tous les customers. Donc voilà. Un point important aussi, point important dans ressources. Alors c'est pas vraiment des ressources, mais je vous ai mis du coup deux choses. Donc dans SQL, vous trouverez juste le script qui vous permettra de créer la base de données sur pour l'un ou l'autre des deux systèmes de base de données, quoi. Donc là, c'est pour MySQL, il y a l'équivalent dans Oracle. Et également, je vous ai mis dans le répertoire Tomcat le contexte et le serveur du Tomcat. Donc, comme je vous ai dit, PCSpy, en fait, c'est totalement, enfin, c'est presque à chaud. Donc, les seules choses qu'il y a à modifier, enfin, là, en l'occurrence, pour ce qu'on va faire nous comme démonstration, à savoir avec un Tomcat qui va chercher la connexion avec la base de données via JNDI. Donc là, bon, vous avez votre base de données qui est mappée ici. Et dans serveur.xml, vous aurez du coup la conf qui permet justement d'utiliser PCSpy entre la web app et la base de données à laquelle elle est connectée. Donc voilà, il n'y a qu'à faire ça. Donc là, en gros, moi, c'est username, password, PCSpy. C'est parce que mon schéma, je l'ai appelé PCSpy et j'ai mis le mot de passe PCSpy et ma base de données est en local. Donc vous, ça sera sûrement un peu différent. Mais voilà, donc encore une fois, si vous voulez récupérer tout ça, ça se passe sur github.com/decoder/pcspy-demo. Donc je vous mettrai tout ça évidemment dans la description de la vidéo.
Et voilà, donc on va maintenant pouvoir attaquer la démonstration à proprement parler. Très bien, il est désormais temps de rentrer dans le vif du sujet. Donc, le plus simple, alors, je vous ai dit que j'utiliserai Tomcat, donc je suppose que vous avez un Tomcat sous la main. Allez dans votre répertoire Tomcat et on va vérifier plusieurs choses. Donc, premièrement, la première chose à faire, vous allez dans Web App et vous déposez du coup p6spy.war ici. Donc, pour avoir p6spy.war, c'est simple. Vous prenez cette Web App là, vous la compilez avec Maven clean install, ça vous génère un target dans lequel il y aura un war que vous copierez ensuite ici. Il y aura là, dans ce que vous aurez généré, il y aura tout un tas de trucs derrière p6spy. Contentez-vous de le renommer en p6spy.war. Donc ça, c'est pour à mettre dans Web Apps. Dans lib, donc comme je vous l'ai dit précédemment, vous vérifiez que vous avez bien cette lib là, donc la lib p6spy. Évidemment, c'est bien d'avoir celle-là aussi, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, dans conf, ce qu'on va voir, c'est dans serveur.xml, d'accord? Donc ouvrez serveur.xml avec votre éditeur préféré. Et là, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Donc si votre appli elle tourne via une base MySQL, donc là normalement vous avez driver class name égale com.mysql.jdbc.driver. Et URL, vous avez JDBC de .mysql suivi de l'URL, du port, enfin de l'adresse IP du port et du schéma. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment pas très compliqué, on va ajouter p6spy là-dedans. Donc on n'a que deux trucs à modifier. On va modifier l'URL pour ajouter p6spy comme ça. Et du coup, on va changer de driver. Ce sera plus le driver classique, ce sera le driver de p6spy. Donc ça va permettre de dire à l'application, enfin c'est comme ça qu'on va configurer p6spy pour que l'application, pour qu'il s'intercale entre la web app et la base de données. Et on va rien faire d'autre pour le moment, on va essayer de lancer la web app comme ça et on va voir ce que ça fait. Bien, assez parlé, nous allons maintenant essayer de démarrer l'application. Donc pour ce faire, j'ai ouvert un terminal ainsi que Postman. Donc terminal, je me suis mis dans le répertoire bin de mon Tomcat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer l'application. Donc je vais faire startup.sh. Voilà. Donc là, si je retourne dans mes répertoires, je vais voir que p6spy a bien démarré, ça a créé ce dossier. Donc ça, c'est du classique, pas de problème. Donc, avec mon Postman. Donc Postman, encore une fois, petit rappel, vous avez le squelette pour Postman, vous l'avez à la racine de p6spy sur mon compte GitHub. Donc vous importez ça dans votre Postman et vous aurez la même chose que moi. Voilà. Donc là, j'ai fait un call par endpoint qu'il y a sur ma web app. Donc je vais commencer, je vais faire un petit count, d'accord? Classique. Voilà, j'ai une 200, il n'y a personne dans ma base de données. Donc je vais ajouter quelqu'un avec un save. Donc on va ajouter Squall qui vient de Balombe, qui est âgé de 23 ans. Voilà, ça prend un peu de temps, mais a priori, j'ai bien un Squall qui a été ajouté avec l'ID 11. Le Squall que j'ai ajouté, il a bien été ajouté à la base de données. Donc si je fais maintenant Find by ID, on va commencer par le 1. Normalement, ça va renvoyer personne. Voilà, il n'y a personne. Si je fais 11, là, ça me renvoie bien Squall. Et si je fais Find All, voilà, ça me renvoie une liste de 1 élément. Bon, jusqu'ici, très bien. Voyons voir ce qu'on a fait. Donc là, je suis dans mon répertoire bin. Donc sans avoir mis la moindre configuration autre que juste connecter mon JNDI avec p6spy, je vois qu'il y a ce petit fichier qui est apparu, ce fichier spy.log. Bon, on va l'afficher, on va voir ce qu'il y a dedans. Et voilà. Donc il y a exactement toutes les requêtes que je viens de faire via mon Postman. Donc
Donc là, en premier, on a vu que j'avais fait un count pour voir combien de personnes il y avait 0. Ensuite, bon, après, le commit, je comprends pas très bien comment, a priori, il fait un commit, enfin ça c'est la conf que j'ai fait, il y a un commit quasiment tout le temps, donc le commit on s'en fiche. Ensuite, il y a bien mon insert, pareil pour alors bon, ça c'est une requête générée par, enfin ça c'est tout l'intérêt en fait de PCSpy, c'est les requêtes générées enfin pas automatiquement, mais par mon framework. Donc je sais plus ce que j'ai mis, je crois que c'est du Spring Data JDB, enfin du Spring JDBC, du Spring, enfin je sais plus trop ce qu'il y a dans ma web app, enfin peu importe. Peut-être c'est même tout simplement généré par Hibernate. Donc voilà, en tout cas, on a vraiment la requête telle qu'elle a été faite. Donc là, on a le statement, d'accord. On voit qu'il y a le point d'interrogation. Et là, on voit la requête brute comme elle est passée à PCSpy. Donc c'est vraiment l'intérêt de PCSpy, c'est de pouvoir spot des requêtes comme ça. Donc voilà, après, on a toutes les autres requêtes que j'ai pu faire. Donc voilà, sans ajouter le moindre fichier de configuration, on a quand même un rendu qui vaut vraiment le coup, quoi. On a, on a le timestamp, on a l'ID de connexion, le type de requête et la requête, le statement quand il y en a un, et la requête telle qu'elle est exécutée par le système de gestion de base de données. Donc voilà, on a sans avoir configuré quoi que ce soit, on a déjà un outil qui est puissant, quoi. On a déjà un outil qui nous permet de commencer à introspecter, je ne sais pas si ça se dit en français, mais vraiment à faire de l'introspection sur sa base de données et essayer de comprendre quelles requêtes sont générées, quelles requêtes sont exécutées et qu'est-ce qui pourrait clocher, où est-ce qu'il pourrait y avoir de, des surcoûts en termes de performance, etc., etc. C'est quand même pas mal. Donc voilà, sans conf, on peut faire énormément de choses, mais on va voir qu'avec un peu de conf, on peut même aller encore beaucoup plus loin. Alors, donc on va avoir besoin de ce qu'on appelle le fichier spy.properties. Donc en gros, c'est le fichier qui va expliquer à PCSpy comment est-ce que l'on veut comment est-ce qu'on veut traquer notre base de données. Alors, alors ce fichier, on va pas l'inventer, d'accord? Donc il y a un exemple qui est très parlant, et le plus simple, c'est d'aller sur le GitHub de PCSpy, donc pas sur le mien, mais sur celui de PCSpy où on était tout à l'heure. Donc on va dans Configuration, ça on l'a vu tout à l'heure, on descend un peu, et en fait cette espèce de gros truc vert là, c'est justement un fichier spy.properties. Voilà, on voit qu'il y a énormément d'infos, énormément d'infos, énormément d'infos, énormément d'infos. Donc le plus simple, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le contenu de ce fichier et on va le coller dans notre répertoire bin. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai copié le fichier spy.properties dans le répertoire bin de mon Tomcat. Voilà à quoi il ressemble. Donc je l'ai copié brut, hein, donc il y a énormément de commentaires qui expliquent comment utiliser le fichier. Et du coup, en fait, de base, on a évidemment toutes les valeurs par défaut, car tout est commenté. Donc à chaque fois qu'il y a un dièse, c'est que la ligne est commentée et donc qu'elle n'est pas interprétée par le moteur de PCSpy. Donc ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est que moi ça me plaît pas trop d'avoir mes logs dans le répertoire bin. Donc on va plutôt essayer de les avoir dans le répertoire logs. Voilà. Donc on va créer un dossier qui s'appelle database. Voilà, très bien. Et on va essayer de faire arriver les logs de PCSpy là-dedans. Donc on peut commencer à lire un petit peu le fichier, et on voit que là ça commence à parler d'appender. Donc l'appender par défaut c'est un file logger, je crois que c'est ce qui est écrit là. Voilà, default is file logger évidemment, et là ça parle du fichier par défaut, donc c'est spy.log. Donc on va décommenter cette ligne et on va faire en sorte que ça parte dans le répertoire database que je viens de créer. Donc je
je repars à la racine, je vais dans le répertoire logs, suivi du répertoire database. Voilà. Suivi de spy.log. Très bien. Je sauvegarde. Je vais devoir redémarrer mon application, ça c'est pas très grave. Je fais un shutdown.sh suivi d'un startup.sh. Voilà, c'est redémarré. Et je vais essayer de faire un find all. Tiens, voilà, très bien ça. Voilà, mon find all est passé a priori. Donc, si je vais dans mon répertoire de database, je vois que j'ai bien mon spy.log. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Si j'essaie de voir ce qu'il y a dedans, tac, logs, database, spy.log. Non, c'est pas cd, c'est cat, pardon, excusez-moi. Tac, cat. Et je vois bien qu'il y a mon find all qui vient de passer, donc select, sans where. Donc je suis content. Alors, moi ça me plaît pas trop d'avoir toutes ces informations là, donc on va voir un petit peu et surtout la manière dont donc là on a un timestamp. Est-ce qu'un timestamp c'est vraiment quelque chose de lisible? Moi je trouve pas, donc on va essayer de remplacer le format de date. Donc ça tombe bien, je l'ai vraiment sous la main. Donc on va essayer de mettre quelque chose d'un peu plus lisible. Voilà, on va essayer de faire ça. Une date classique, année, mois, jour, heure, minute, seconde. Donc on va faire YYY-MM pour le mois, -DD, espace, HH, je crois que ça s'écrit comme ça, MM, et est-ce qu'il n'y a pas un format de date quelque part qui traîne ici, en dessous? A priori non. Je suis très mauvais pour les formats de date, mais bon, on va essayer de se débrouiller avec ça. -SS, voilà. On sauvegarde. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr de moi, mais on va bien voir. Shutdown.sh, startup.sh. Et voilà, cette fois-ci, on va faire autre chose. On va faire un find by ID, tiens. Voilà. Tac. Si je réaffiche mon fichier, j'ai bien mon format de date que je viens de changer. Donc on est en 2022, nous sommes en septembre, le 12 septembre, il est 1h38. Donc voilà, j'ai changé le format de date. Évidemment, c'est pas rétroactif, hein. Le fichier, les fichiers, enfin quand on redémarre l'application, on append les nouveaux logs dans le fichier déjà existant. Donc voilà, là on peut voir que là on a le timestamp pour les anciennes requêtes et une date quand même beaucoup plus lisible pour les nouvelles. Maintenant, moi, je veux juste voir la requête qui est exécutée, enfin le timestamp et la requête qui est exécutée. Donc on va essayer de personnaliser un petit peu le log de PCSpy. Donc on regarde un petit peu, on descend, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on est dans les appenders. Voilà, log message format. Alors, class to use for blablabla et single line format. Donc, ok. Et là, on voit qu'on peut avoir un custom log message. D'accord, ça c'est très bien. Mais on peut aussi voir que custom log message for used only if log message format is set to blablabla. Ce qui n'est pas la valeur par défaut, donc on va copier ça. Voilà. Et on va remplacer cette ligne-là par ceci. Tac. On va décommenter, bien sûr. Custom log. Tiens, c'est intéressant. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir l'execution time. Donc, je pense qu'on va laisser l'execution time. Et le current time également. Et on va supprimer, par exemple, tout ce qui est catégorie, ça n'a aucun intérêt, connexion ID, et on va juste garder la requête, quoi, la requête SQL. Voilà.
va essayer de voir si ça a fonctionné ou pas. On redémarre le serveur comme d'habitude. Tac. Donc cette fois-ci, je pense qu'on peut refaire. Bah, tiens, on va faire un nouveau. On va ajouter un nouvel utilisateur. Donc on va mettre linoa deling et on va mettre 22. Voilà. On sauvegarde et on va voir un petit peu ce que PCSpy a logué. Donc on a toujours du coup la date, l'execution time, donc bon, 0 ça me paraît un peu bas, mais pourquoi pas. Commit, connexion 1, donc là j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné ce que j'ai fait. Si je fais un count, un count, tac, donc là on en a 2. Hop, si je réaffiche, non, c'est bien, on a bien ce qu'on voulait. On a bien... Ah oui, non, pardon, j'étais en train de regarder le commit, là, je suis bête. Donc ouais, là, on a bien le... si on regarde la ligne précédente, on a bien la date où c'est ce format-là, l'execution time. Non, attendez, j'ai du mal à regarder, vraiment. Je crois que je vais le refaire, comme ça, ce sera plus simple. Find all. Tac. Comme ça, je vais regarder juste la dernière ligne. Voilà, et c'est ça. Donc on a la date au format qu'on a défini par défaut, ça a pris 0 millisecondes, et on a la requête comme elle est passée comme elle a été exécutée par MySQL. Donc voilà, bah, on a quand même pas mal de possibilités qui nous sont données. Donc là ils nous mettent un petit peu tout ce qu'on peut mettre. Donc le effective SQL. Moi j'ai mis le SQL single line, donc c'est SQL statement with all bind variables, replayed. Voilà. Donc on a quand même pas mal de trucs, le current time, l'execution time. Voilà. Donc c'est très puissant, hein, on ne va pas tout voir. Alors il y a aussi la possibilité, alors ça peut être très intéressant aussi. Donc là on est en appender file logger, mais c'est tout à fait possible d'envoyer les logs de PCSpy dans une centralisation des logs. Moi j'en ai pas, mais ça peut être faisable. Ou de les print à l'écran, mais bon ça n'a pas trop d'intérêt quoi. Donc ça peut en avoir un si on fait du debugging de notre application. Donc voilà, on a de quoi configurer le dialecte. Donc voilà, c'est vraiment, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails que ça. De toute façon, tout est vraiment très très bien expliqué. Premièrement sur le GitHub de PCSpy et même dans ce fichier-là quand vous faites le copier-coller comme moi je l'ai fait. Donc voilà, c'était... je vous ai fait 2 petites démos, une démo sans conf, une démo avec une conf, histoire de voir que les deux existent. Et puis voilà, je pense que en termes de démo, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous en remercie. Si j'ai pu vous aider ou si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça sera toujours bon pour l'algorithme YouTube. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'explications un peu plus approfondies sur telle ou telle conf ou telle chose à faire pour pouvoir utiliser PCSpy, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai. Et puis voilà, à la revoyure.